Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis super content parce que j'accueille sur la chaîne YouTube un nouveau contributeur. Vous le savez, Découpe Bitcoin est un projet collaboratif, open source, où tout le monde peut venir participer si vous faites un contenu qui me convient. On a Emmanuel qui poste ses podcasts du coup le samedi matin, on a eu John Unchained qui a déjà fait des vidéos sur le samouraï et le mixage et également sur Bisq, donc des solutions vraiment très bitcoiner pour ne pas être tracé et garder un peu de vie privée. Aujourd'hui, Théo nous propose un space et donc le début d'une série qu'il a réalisée sur l'économie. C'est super parce qu'on n'en a pas énormément sur la chaîne. Je veux dire, on a beaucoup traité Bitcoin, mais on n'a pas encore traité assez l'aspect macroéconomique qu'il y a derrière, et surtout comment marche le système bancaire et pourquoi finalement Bitcoin vient changer ça. Du coup, dans ce space qui dure quand même 1h15, Théo va décortiquer et expliquer de façon extrêmement claire et simple le système bancaire actuel. Il va parler de quantitative easing, donc QE. Il va parler de l'impression monétaire, il va parler des banques commerciales et des banques du coup centrales. Il va avoir un invité ou des invités comme par exemple David Saint-Ange, donc l'auteur de Tout simplement sur Bitcoin, qu'on a déjà eu en interview ici. Il va vous expliquer finalement pourquoi est-ce que les taux d'intérêt négatifs sont si négatifs. Bref, il va vraiment vous faire un gros récap de comment marche notre système finalement, pourquoi est-ce qu'on est dans une impasse, pourquoi est-ce que l'effet cantillon existe, pourquoi cette inégalité que vous voyez récemment et finalement la montée de l'autoritarisme, la montée des extrêmes existe via ce système bancaire qui est devenu complètement une aberration, on va dire, etc. Je ne l'ai pas encore assez traité sur la chaîne, clairement, ce sujet, et je suis très content que Théo l'ait fait pour nous. Donc aujourd'hui, c'est un space, donc voilà, comme vous savez, les spaces, il n'y a pas de caméra, et je suis une chaîne YouTube, mais je mets jamais des têtes, parce que souvent, c'est des audios. Ah, c'est beaucoup plus simple, et vous savez que je fais les deux. Bref, en plus, c'est Noël, donc bonne fête à vous, les amis. Euh, Outre ça, du coup, voilà, Théo, c'est sa première partie. Donc là, c'est vraiment sur le monde traditionnel. Il y aura une autre vidéo plus tard ou un autre space qui va être sur l'économie autrichienne, également un thème qu'on a délaissé depuis le début de la chaîne et qui sera abordé beaucoup plus dans les années précédentes. Tout ça pour vous laisser du coup avec Théo. J'espère que vous allez apprécier son contenu. Personnellement, j'ai adoré les 1h15. Bon, je l'écoute en x2, donc un petit peu moins. J'espère que vous aussi. N'oubliez pas de lui mettre un message, un commentaire pour l'encourager à continuer. Si vous aimez bien qu'on traite des sujets beaucoup plus économiques, dites-le nous également. Dans tous les cas, je vais devoir le faire, vu que vous le savez, Bitcoin, c'est plein de choses. Pour l'instant, on a bien traité certains aspects de Bitcoin, mais on a délaissé d'autres. On devra forcément aller traiter l'aspect plus investissement, plus voilà, macroéconomie, même microéconomie dans le futur. Merci à vous de toujours soutenir ce projet. Je vous dis des bonnes fêtes de fin d'année. Je ne sais pas exactement la date de la sortie de cette vidéo, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, merci Théo, t'es super. Merci à vous de soutenir le projet. Soyez gentils avec Théo. Je vous adore. Bisous. Salut. Je vais commencer par la base et puis encore une fois pour ceux qui sont arrivés après coup, n'hésitez surtout pas à genre lever la main pour faire des remarques, poser des questions ou même dire que vous n'êtes pas d'accord pour X ou Y raison, hein. Et il n'y a pas de cadre spécifique et tout, donc c'est vraiment dans la direction qui vous intéresse qu'on va aller. Donc juste pour mettre un peu les bases, je pense que le premier truc qui est vachement important à comprendre, c'est que en fait l'essentiel de la monnaie qui existe dans notre économie, elle est créée par les banques commerciales. Il y a un adage en français qui est les crédits font les dépôts. En fait, ça, ce que ça veut dire, c'est que genre quand vous allez par exemple chez votre banquier pour demander un prêt hypothécaire pour acheter une baraque, bah évidemment l'argent, enfin je pense que la plupart des bitcoiners savent ça, mais l'argent qu'il va vous donner pour acheter la baraque, il n'a pas été pris sur le compte de dépôt d'un autre client de la banque. Cette monnaie qui va vous servir à acheter la baraque, elle est créée de manière comptable comme une entrée dans le ledger de la banque. Euh, et après, une fois que vous avez eu votre crédit, du coup, le banquier il crédite votre compte. Donc pour lui, c'est une dette. C'est-à-dire que d'un point de vue comptable, dans son ledger, lui, il écrit bah, je dois tant à Théo, par exemple. Et de mon côté, bah, moi, ça m'apparaît comme un actif. C'est-à-dire que c'est de l'argent que j'ai et en contrepartie, j'ai une dette, c'est-à-dire la somme qu'on m'a prêtée plus les intérêts que je vais devoir rembourser au banquier au fur et à mesure du temps. Et du coup, après, je vais prendre cet argent-là, puis je vais payer la personne à qui j'achète la maison. Et en fait, bah, cette personne, elle a également un compte soit dans la même banque, soit dans une autre institution financière. Si elle a un compte dans la même banque, le settlement, il est fait en interne, et en fait, c'est juste de l'écriture comptable, et il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. En revanche, si par exemple, moi j'ai un compte, mettons, à la Société Générale, et le vendeur de la maison, il a un compte à la BNP, ce qui va se passer, c'est que du coup, la Société Générale
en fait, va inscrire le paiement dans son ledger temporairement. Et au bout d'une certaine période, par exemple à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, elle va faire les plus et les moins de ces transferts vis-à-vis de la société, de la BNP, pardon. Et en fonction du solde net des débits et des crédits, donc en fait en additionnant tous les plus et les moins, il va y avoir un transfert qui va se passer de la Société Générale à la BNP ou alors de la BNP à la Société Générale en fonction de dans quel sens il y a le plus d'argent, enfin, en fonction de l'arithmétique des débits et des crédits, quoi. Et en fait, du coup, un deuxième aspect qui est vachement important, c'est que la monnaie avec laquelle la Société Générale va payer la BNP, c'est ce qu'on appelle de la monnaie de réserve banque centrale. Et c'est un truc qui, globalement, genre, n'existe pas pour le Kidam moyen. La monnaie de banque centrale, vous en verrez jamais de votre vie. Ça n'a rien à voir avec des dépôts bancaires. C'est vraiment de la monnaie qui est complètement capturée, enfin, qui est captive dans le système bancaire et qui peut pas qui peut pas le quitter. C'est-à-dire que euh, euh, même un banquier, n'importe qui, personne ne pourra jamais utiliser cette monnaie banque centrale, par exemple, pour acheter un steak, pour acheter quoi que ce soit. C'est vraiment de la pure monnaie financière qui reste que à l'intérieur du circuit des institutions financières qui ont obtenu une licence bancaire. Et du coup, il y a un deuxième point qui est important à comprendre, c'est que derrière toute l'idée du système à réserve fractionnaire, en fait, l'idée, c'est que les banques ont ces réserves-là. Donc, je vais prendre des exemples chiffrés, ce sera peut-être un peu plus simple, hein. C'est des exemples complètement fictifs, c'est juste pour illustrer un peu le truc. Mettons, par exemple, la Société Générale, elle a 100, on va dire 100 euros de réserve bancaire. Euh, le législateur, il va définir ce qu'on appelle un ratio de réserve, c'est-à-dire c'est la quantité de monnaie de réserve que la banque doit obligatoirement garder en face de l'ensemble de son bilan, c'est-à-dire de l'ensemble des dépôts, ou des crédits plutôt, parce que encore une fois, on a vu que c'était à peu près la même chose, qu'elle a effectué. Donc en gros, si par exemple, il y a un ratio de réserve de 10% et que la Société Générale, elle a 100 de réserve, bah, en fait, tout au plus, elle va pouvoir créer 1000 de crédits. Et en gros, l'idée derrière ça, c'est de dire, en fait, il n'y a pas tout le monde qui va à la banque demain matin pour aller retirer du cash. La plupart des gens, ils font des transactions à l'intérieur du système bancaire. Et effectivement, on peut avoir par exemple plein de gens qui ont un compte à la Société Générale qui vont payer quelqu'un d'autre qui a un compte à la BNP et vice-versa. Et donc en fait, quand on nette toutes ces opérations les unes avec les autres, on se rend compte que pour traiter tout ce volume de transfert, en fait, à la fin de la journée, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, pour faire ce qu'on appelle la compensation, il n'y a pas besoin de tant de réserves que ça. Il y a juste besoin d'une fraction du volume qui s'est échangé. Et donc, c'est entre guillemets par ce tour de magie institutionnel qu'on se retrouve à avoir un système dans lequel, en fait, toute la monnaie est créée par crédit. Quand je dis toute la monnaie, je crois que les estimations, c'est entre 90 et 97% de la monnaie qui circule dans notre économie. Après, c'est toujours difficile de dire précisément parce que ça dépend encore une fois de la définition qu'on a. Mais en gros, 97%, on va dire 95% de la monnaie, elle est créée comme ça. Et en fait, les banques, une fois que nous, on réalise des transferts, qu'on fait des virements, des paiements par carte bleue et tout ça, c'est des couches supérieures des layer 2, des layer 3. Et le layer 1, en fait, comme le layer 1 dans Bitcoin, par exemple, là où se passe la finalisation des transactions, c'est par échange de monnaie de réserve entre les banques. Donc cette monnaie de réserve, elle quitte jamais le système de, le système interbancaire. Et du coup, ça fait que quand on a un ratio de réserve qui est assez faible, en fait, on peut avoir une masse monétaire. Donc là, je parle vraiment des dépôts de la monnaie qui circule dans l'économie, des dépôts, du cash et tout, qui peut être un multiple, enfin plusieurs multiples de la quantité de réserve. En gros, les règles à cet égard-là, c'était à peu près 3% jusqu'en 2008. Après, les banquiers, je dis les banquiers parce qu'ils écrivent eux-mêmes leurs régulations, hein. Les banquiers ont changé la régulation c'est ce qu'on appelle les régulations de Bâle. Alors il y a eu plein de volets, ça s'appelle Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3 et tout, mais on s'en fout un peu. Mais en gros, c'est passé de 3% à 8%, mais avec une manière de compter les réserves et de compter la taille du bilan, etc., qui a complètement changé. Et en fait, dans la réalité, euh,
En gros, il y a entre 1 et 2% de réserve par rapport à la quantité de monnaie qui circule dans notre économie. Encore une fois, ça dépend de comment on considère la monnaie, etc., etc. Donc en fait, ces différents trucs, également, peut-être vous avez déjà vu des graphiques où on voit apparaître ce qu'on appelle différents agrégats monétaires, qu'on appelle parfois M0, M1, M2, etc. Donc en gros, pour resituer un peu tout ce que je dis, la monnaie de réserve et le cash, donc quand je dis cash, c'est vraiment les pièces et les billets, tout ça, c'est ce qu'on met dans M1. Alors M1, c'est parfois M0, parce qu'en fait, les Américains appellent ça M0, et en Europe, on appelle ça M1. Donc ouais, je sais, ils rendent pas la vie facile, mais en gros, la première couche, c'est vraiment la monnaie de réserve et le cash. La couche par-dessus, c'est les dépôts bancaires. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui a été créé comme monnaie par prêt aux entreprises, prêt aux particuliers, que ce soit des prêts hypothécaires, des prêts à la consommation, etc., etc. Et donc, le rapport entre l'un et l'autre peut être assez gigantesque. Juste avant la crise de 2008, ce rapport, comme je disais tout à l'heure, était entre 30 et 100. Et en fait, il était uniquement limité par le ratio de réserve qui était en vigueur à l'époque. Et en gros, bah, enfin, je pense que vous savez tout ça, ça crée une situation dans laquelle, effectivement, si tout le monde va à la banque pour retirer sa thune en même temps, bah, le banquier vous dit, bah non, désolé, je peux pas vous payer, parce qu'il n'aura pas assez de monnaie de couche zéro pour vous payer. Et toute la monnaie qui est sur cette couche supérieure, donc qu'on appelle M2 en macroéconomie, en fait, c'est jamais que de la dette. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une écriture comptable qui est inscrite par le banquier à son passif lorsque vous lui demandez un crédit, et donc à votre actif, et qui va être utilisée ensuite pour circuler dans l'économie. En fait, la seule chose qui permet ça, c'est que ces institutions, elles ont une licence bancaire qui, en gros, dit que les dépôts chez elles, c'est équivalent à du cash. Et que vous n'avez pas le droit de les refuser. C'est le principe derrière toutes les lois de monnaie de cours légale. Donc en fait, une licence bancaire, on peut le voir aussi comme une sorte de pouvoir magique absolu qui permet de créer de la monnaie. Ça, en gros, on va dire, c'est un peu les bases de ces mécanismes-là. Et un des aspects, je pense, qui est assez intéressant auquel je voulais arriver, c'est ce qui se passe lorsque les banques centrales font de l'assouplissement quantitatif, ce qu'on appelle en anglais du quantitative easing, du QE. Donc il y a des mèmes qui circulent beaucoup hein, sur Printer Go Brr, qui sont en essence, qui sont justes. C'est-à-dire que quand les banques centrales font du QE, effectivement, d'une certaine manière, elles diluent la masse monétaire, du coup, elles créent de l'inflation. La manière dont cette inflation va se manifester, est-ce que ça va plutôt être sur les actifs, est-ce que ça va plutôt être sur les biens de consommation, etc. Ça dépend de plein de paramètres et de plein de variables, mais essentiellement, c'est juste. C'est-à-dire qu'effectivement, elles impriment bien de la monnaie. Par contre, en réalité, à chaque fois qu'elles font ça, elles impriment des réserves. Elles impriment pas du tout de la monnaie M2, et donc encore une fois, elles impriment de la monnaie qui ne peut pas circuler dans l'économie. Et du coup, ça donne une situation qui est assez paradoxale, dans laquelle, à chaque fois qu'ils font du QE, en fait, ils, ils se mettent dans une situation où ils vont créer une crise de liquidité par la suite. Et je sais que ça peut paraître très bizarre, mais je vais m'expliquer. En gros, du coup, juste pour détailler un petit peu le mécanisme, la manière dont le QE ça se passe, c'est qu'en fait, il y a des institutions qu'on appelle des primary dealers. En gros, c'est à peu près n'importe qui a une licence bancaire, qui ont le droit de traiter directement avec la banque centrale. Ces institutions-là, du coup, dans le cadre de l'assouplissement quantitatif, elles vont, elles vont apporter des titres, par exemple des titres de dette, des titres de créances hypothécaires structurées. Enfin, ça peut être vraiment plein de titres, mais c'est toujours des titres de crédit. Euh, et en gros, la Banque centrale, en échange de ces titres qu'elle va prendre à son bilan, elle va créditer chacune de ces institutions qui lui apportent des titres avec de la monnaie de réserve. Donc, l'avantage également pour les banques, c'est que du coup, ça leur permet d'avoir une sorte de rente où en fait, elles vont par exemple acheter des titres de dette sur le marché parce qu'elles savent très bien qu'elles vont les revendre plus tard à la Banque centrale, notamment dans un contexte où bah, notre système est devenu complètement instable et donc elles savent très bien que le quantitative easing va jamais s'arrêter, il va y avoir un autre round après le round suivant, etc., etc. Donc du coup, d'une certaine manière, il faut comprendre elles ont même plus d'incitation à prêter de l'argent à des business ou quoi que ce soit, parce qu'elles peuvent juste gagner de l'argent en achetant des titres de dette, par exemple aujourd'hui sur le marché, et en sachant très bien que dans 6 mois ou dans un an, la Banque centrale va leur racheter plus cher. Du coup, euh, euh, quand on arrive à ce stade-là, donc les banques commerciales, depuis 2008 et du fait des différents rounds de quantitative easing qu'on a eu,
en fait, elles ont énormément de réserves dans leur coffre. Enfin, sur leur bilan plutôt, parce que c'est pas de la monnaie qui existe de manière physique, hein, tout ça, c'est scriptural. Et donc, toutes ces réserves qu'elles ont, du fait du ratio de réserve dont je parlais tout à l'heure, fait qu'elles pourraient créer une quantité de monnaie absolument hallucinante. Et en fait, la raison pour laquelle elles ne le font pas, c'est que quand une banque elle fait un prêt, elle met quand même à risque ses fonds propres, c'est-à-dire le capital de ses investisseurs. Vous pouvez vraiment voir ça comme la valeur de marché de toutes les actions, par exemple de la BNP, de la Société Générale, de JP Morgan, etc. Et du coup, à chaque fois que, par exemple, si moi je vais demander un prêt à la banque et que je leur dis voilà, j'ai envie de monter une académie Bitcoin, s'il vous plaît, prêtez-moi 200 000 euros, euh, la banque, elle peut prendre un risque, c'est-à-dire que si j'arrive pas à la rembourser, elle va devoir passer ce prêt-là par perdre des profits sur son bilan et donc ça va diminuer ses fonds propres. Et donc du coup, elle a quand même une incitation à regarder la solvabilité d'un emprunteur et à se dire finalement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Le fait est que cette situation, elle n'est pas toujours identique. C'est-à-dire qu'il y a des moments et pardon, tout ça, en fait, tout ça dépend du taux d'intérêt. C'est-à-dire que vous avez peut-être entendu parler du fait que on a une courbe de taux dans notre économie que tout le monde regarde comme le lait sur le feu et qui a l'air de driver énormément de choses dans les marchés. Et une des raisons, cette courbe de taux, en fait, elle représente le taux de ce qu'on appelle l'emprunt sans risque. Donc, en gros, le taux auquel une banque emprunte à la Banque centrale ou alors le taux auquel un État emprunte en fonction de la maturité. Donc, par exemple, les États-Unis, ils émettent des titres de dette avec des horizons temporels différents. Donc, il y a la dette à très court terme, ça peut être à 1 mois, 2 mois, 3 mois, de la dette à plus long terme, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. En Autriche, ils ont même fait des bons à 50 ans. Et en fait, du coup, si vous représentez en abscisse toutes ces durées et en ordonnée le taux d'intérêt, vous allez voir une courbe qui se dessine et où on a des taux d'intérêt qui sont différents en fonction des maturités. Ce qui est assez logique parce que le renoncement à l'utilisation de son argent n'est pas le même si on renonce pendant 3 mois ou si on renonce pendant 50 ans. Et donc, assez logiquement, normalement, une courbe de taux, elle doit être croissante. C'est-à-dire que plus on prête à long terme, plus on obtient d'intérêt. Et inversement, plus on prête à court terme, moins on a besoin de demander d'intérêt. Et historiquement, je parle vraiment là, à l'échelle du capitalisme, normalement, les courbes de taux, elles sont assez furieusement croissantes. C'est-à-dire que si on regarde la différence entre, par exemple, un prêt à 1 an ou un prêt à 10 ans ou 20 ans, il y a une différence qui est substantielle. Et en fait, tout le business d'une banque, toute sa rentabilité, elle vient de cet écart entre le coût de l'emprunt à court terme et le coût du prêt à long terme. Pourquoi? Parce que elle, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, pour obtenir des liquidités et se refinancer de manière à pouvoir réaliser des transferts à l'intérieur du système interbancaire, elle va emprunter de l'argent à la banque centrale. Ah oui, pardon, c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû spécifier. Les banques, quand elles ont besoin de liquidités pour régler leurs créances dans le système interbancaire, elles peuvent emprunter des fonds soit à d'autres banques qui en ont en excès, soit les emprunter à la banque centrale, avec un taux qui est un taux de court terme, qui aux États-Unis s'appelle le Fed Fund Rate, et qui en Europe, on appelle ça le taux de refinancement interbancaire. Et en gros, c'est un taux qui en général est équivalent au taux à court terme. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est zéro, quoi. Et en gros, du coup, quand elles empruntent de la monnaie, pardon, enfin de la monnaie de réserve, donc elles vont se situer sur la courbe de taux, tout à gauche, c'est-à-dire sur les maturités de très court terme. Quand elles vous prêtent de l'argent pour que vous achetiez votre baraque, par contre, c'est un prêt sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans, sur 30 ans, et donc elles sont toutes à droite. Et donc en fait, elles, mettons, elles vont emprunter à court terme à, je sais pas, 0,1%, et vous, elles vont vous prêter à long terme à 3%. Et donc cette différence, les 2,9% de différence, en fait, ça c'est la marge de la banque. Du coup, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que avec les différents rounds de QE, les banques centrales, elles ont acheté des tonnes d'obligations. Ça fait baisser les taux. Et parce qu'elles ont acheté des tonnes d'obligations, et la courbe de taux, elle est plate. Et puisqu'elle est plate, ça veut dire que les banques, elles ont en fait presque plus aucune rentabilité lorsque elles effectuent des prêts, enfin lorsqu'elles octroient des prêts à des clients. Pour compenser ça, elles évitent de prendre des risques. Donc, au lieu de prêter à, par exemple, un entrepreneur qui a un projet qui peut être assez sensé, hein, qui est un mec assez doué, qui, par exemple, a déjà peut-être créé d'autres entreprises qui ont réussi et tout, finalement, le banquier, il se dit ouais, mais moi, je vais quasiment rien gagner là-dessus.
Donc en fait, les seules personnes à qui je vais prêter, c'est des gens qui arrivent avec du collatéral. Donc du coup, aujourd'hui, si vous voulez emprunter pour acheter une baraque, bah, la baraque, elle sert de collatéral. Donc le banquier, il est prêt à vous prêter parce qu'en fait, il prend aucun risque. De la même manière, si vous avez des actions, on va vous prêter de l'argent. Vous allez déposer ces actions en collatéral et on va vous prêter des sous. De la même manière, si vous avez de la dette étatique ou des dettes bien notées ou des trucs comme ça, pareil, la banque, elle va vous prêter de l'argent sans aucun problème. Même si elle a une marge très faible, ça lui coûte rien, elle prend aucun risque. Par contre, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez, entre guillemets, avoir une activité à risque, toute activité économique a un risque, suppose un risque opérationnel, bah là, le banquier va vous dire non, en fait, j'ai pas envie. Et ça, c'est vraiment à cause de ce mécanisme de courbe de taux. Donc, un truc, je pense, qui peut être intéressant à comprendre, c'est que, en fait, quand les banques centrales font du QE, ça rapporte de l'argent aux banques commerciales à court terme parce que comme on a dit tout à l'heure, elles peuvent acheter des titres de dette sur le marché tout en sachant que la banque centrale va les racheter plus tard. Et quand donc pardon, ça leur donne de la rentabilité à court terme parce que du coup elles servent en fait d'une certaine manière d'entrepôt et elles stockent des titres en étant certain que la banque centrale va leur racheter plus tard. Et à l'inverse, le fait qu'il y ait du QE, ça aplatit la courbe de taux, ça détruit leur rentabilité à long terme, et donc ça fait qu'elles sont à peu près certaines qu'à long terme, bah, leur business, il va pas être très florissant, quoi. Est-ce que, je sais que ça fait déjà beaucoup d'un coup, est-ce que éventuellement il y en a qui ont des questions, des remarques ou quoi que ce soit? Ouais, ouais. De QE, j'ai pas compris, j'ai pas Ah, saisi. pardon, excuse-moi. Alors, QE, c'est ce qu'on appelle en français de l'assouplissement quantitatif, ou en anglais du quantitative easing. Donc en fait, c'est des opérations, on va dire, non conventionnelles qui sont faites par les banques centrales au Japon depuis les années 90 et dans le monde occidental depuis la crise de 2008 et qui en fait consistent à ce que la banque centrale rachète à des banques commerciales des titres de différentes variétés, mais en général, c'est des titres de dette, que ce soit de la dette des États ou que ce soit des crédits structurés un peu plus compliqués ou de la dette des entreprises. Et en échange de ces titres, elle donne aux banques commerciales de la monnaie de réserve banque centrale, qui, comme je le disais tout à l'heure, est la monnaie qui n'existe que dans le système interbancaire et qui est utilisée par les banques pour qu'elles règlent euh, leur, leur, euh, leur dettes réciproques entre elles, dettes qui sont le reflet des paiements que nous, on fait dans l'économie. Et la raison qui a motivé tout ça, bah, c'est effectivement que au Japon, par exemple, dans les années 90 et en Europe et aux États-Unis en 2008 et même à l'échelle mondiale, bah, notre système financier est parti en sucette. La plupart des banques étaient en faillite, elles n'avaient plus du tout assez de réserves. Et donc, du coup, les banques centrales ont utilisé cet expédient pour, d'une certaine manière, renflouer ces banques-là, faire baisser les taux, du coup, augmenter la valorisation des actions également, parce que tous les modèles de valorisation financière sont basés sur les taux. Plus les taux sont bas, plus les actifs valent cher et inversement. Et donc, tout ça, tout l'assouplissement quantitatif qui continue encore aujourd'hui, c'est en fait une action de la part des banques centrales pour renflouer le système bancaire qui est en faillite depuis des années, même presque des décennies, mais sans que le kidam moyen n'arrive trop à comprendre ce qui se passe. Et ce que j'ai essayé de faire passer comme message tout à l'heure, c'est que c'est juste quand on dit que lorsque les banques font du QE, elles créent de la monnaie, mais faut pas se tromper, c'est-à-dire que la monnaie qu'elles créent, c'est pas de la monnaie qui va circuler dans l'économie réelle. On peut pas, vous et moi, on peut pas l'utiliser. On va pas pouvoir acheter quelque chose avec dans un magasin, on va pas pouvoir payer nos impôts avec. Il y a que les banques qui peuvent la détenir. Et en fait, cette monnaie, elle ne leur sert qu'à régler les dettes qu'elles ont entre elles. Et c'est pour ça que, en fait, pendant des années, voire même des décennies, les banques centrales n'ont pas arrêté de faire du QE, n'ont pas arrêté de faire de l'assouplissement quantitatif. Du coup, elles ont créé de la monnaie dans tous les sens, et pourtant, il n'y a pas eu d'inflation dans l'économie réelle. C'est-à-dire que depuis les années 80, si on regarde, alors je sais que le CPI, le Consumer Price Index, l'indice des prix à la consommation en français, est complètement absurde et complètement truqué, etc., etc. Mais même en dépit de ça, si on regarde le niveau d'inflation qu'il y a eu par rapport à la quantité de création monétaire, on peut être assez étonné.
Et en fait, la raison pour ça, c'est parce que cette monnaie qui a été créée, elle n'a jamais vraiment circulé dans l'économie réelle. Par contre, elle a créé une inflation du prix des actifs absolument monumentale parce qu'elle circule très bien dans le système financier. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, ouais, parfait, bah, ça y répond et même un peu plus. Du coup, j'avais pas tout saisi par rapport à cette histoire. Enfin, j'avais compris qu'il y avait une monnaie qui circulait pas et tout ça, mais là, du coup, c'est bien plus clair. Je te remercie. Ouais, bah, s'il y en a d'autres qui veulent. Ah, bah, Nico, je vois. Attends, je te donne la parole. Tac. Et David aussi. Non, moi je prends pas de parole maintenant, c'est juste pour dire bonjour. Tu fais bien. Bonjour à tous, hein, d'ailleurs, s'il y en a qui nous ont rejoints un peu en cours. Du coup, ouais, juste avant que je te donne la parole très rapidement, David, pour ceux qui sont arrivés un peu après, donc ce qu'on commençait à expliquer, ce dont on parlait très rapidement, c'est que l'essentiel de la monnaie qui existe dans notre économie, c'est des crédits bancaires, c'est-à-dire c'est de la monnaie qui est créée par les banques lorsqu'elles octroient des crédits à des gens. Cette monnaie, ça représente en gros 90 à 97% selon la définition qu'on utilise de la monnaie en circulation. Lorsque, par exemple, je fais un paiement à GG ou à Nico depuis mon compte en banque vers leur compte en banque, les banques entre elles, elles vont enregistrer ces transactions et au bout d'une certaine période, elles vont netter tous les débits et les crédits et ensuite, elles-mêmes, elles vont compenser leurs dettes réciproques entre elles en utilisant de la monnaie banque centrale, qui est cette fameuse monnaie qui est créée par les banques centrales lorsqu'elles font de l'assouplissement quantitatif. En gros, c'est à peu près de ça dont on a parlé. Vas-y, David, si tu veux. Cool, ouais, merci. Malheureusement, j'ai manqué le début. J'ai joint trop tard, mais c'était super intéressant la réponse à la question que tu viens de répondre par rapport au fait que l'argent ne circule pas dans l'économie. Ça m'a fait penser à ce qui est arrivé dans la République de Weimar. C'était un peu ça. C'est quand le gouvernement s'est mis à imprimer beaucoup d'argent. Il n'y a pas eu d'inflation au début parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes et les gens thésaurisaient la monnaie, donc la cachaient sous leur matelas, carrément, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes à cette époque-là en Allemagne, on peut le comprendre. Donc, le gouvernement a imprimé beaucoup, beaucoup de monnaie. Les gens l'ont gardé à cause de l'incertitude. Et donc, cette monnaie-là n'a pas circulé, donc il n'y a pas eu d'inflation. Donc, quand l'économie est revenue plus tard, quand il y a eu moins d'incertitudes, bien là, tout cet argent s'est déployé dans l'économie, puis là, l'inflation a embarqué. Donc, c'est ça. J'aime bien quand on fait la différence, quand on parle d'impression monétaire, il faut toujours faire la différence entre l'argent qui est imprimé puis garder dans les coffres des banques, puis garder ou dans les comptes de banques des particuliers ou des entreprises, puis qui ne circulent pas dans l'économie. Donc, ce n'est pas un effet direct. Souvent, l'effet est plus tard. Et je pense que c'est ce qu'on vit en ce moment, surtout au Canada. Il y a eu beaucoup d'impressions monétaires au Canada, mais l'argent est tout dans les comptes parce que l'épargne n'a pas jamais été aussi grand au Canada malgré la crise, parce qu'on imprimait beaucoup d'argent et l'argent est dans les comptes. Donc, quand l'économie va reprendre, quand la confiance va revenir, à mon avis, là, l'inflation va embarquer, va être plus présente, va être plus visible. Et j'avais un dernier point par rapport à ça. Et donc, oui, c'est ça. C'est tout simplement que l'impression monétaire, c'est comme un poids c'est comme une énergie emmagasinée. Donc, c'est une énergie qui est créée et qui peut dormir dans une banque. Et si elle n'est pas annulée, là, cette impression monétaire-là, éventuellement, ben, à un moment donné, elle fait son chemin vers l'économie. Donc, c'est pour ça que c'est comme une énergie latente. Puis à un moment donné, elle est relâchée. Puis c'est là que ça crée la pression inflationnaire parce que là, tout le monde se retrouve avec. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est j'adore ton point à dire que le CPI, l'indice d'inflation n'a pas augmenté, mais les actifs ont augmenté parce que l'argent qui dort ou pas dans les banques est déployé dans les actifs, donc l'immobilier puis les marchés d'actions, le stock market, parce que c'est les instruments des institutions monétaires. Donc, c'est ça. Donc, ça vit l'inflation parce qu'il y a une grosse masse d'argent qui cherche des endroits à aller, mais on ne va pas voir nécessairement l'inflation dans l'économie de consommation.
parce que l'argent n'est pas nécessairement dans les mains des gens ou les gens gardent l'argent dans leur compte de banque. Fait qu'il y a comme plusieurs niveaux là, d'inflation. Il y a l'inflation des actifs, l'inflation des produits de consommation, le concept que les gens vont garder l'argent en compte de banque, faire de l'épargne en cas d'incertitude. Fait que quand on parle d'impression monétaire, il faut tout penser à ces concepts-là. Puis dans ton explication, je trouvais ça très clair, cet aspect-là. Fait que, c'est ça que je voulais ajouter. Voilà. Bah, merci beaucoup, David. Ouais, bah, tu l'expliques vachement bien en tout cas, hein. Et si je peux juste rebondir très rapidement sur ce que tu disais, je pense qu'ici, enfin, vous êtes très nombreux à comprendre le principe de l'effet cantillon. En fait, là, ce que David expliquait, c'est un corollaire de l'effet cantillon. C'est-à-dire que la monnaie, elle est créée à un endroit, mais c'est que quand elle circule qu'elle produit un effet sur les prix. Et donc, ce qui va vraiment importer lorsqu'on cherche à déterminer quel impact à l'instant T une création monétaire a à l'instant T sur l'inflation, c'est sa circulation, par quel circuit elle passe, dans quel type de circuit, est-ce que c'est plutôt l'économie réelle, est-ce que c'est plutôt juste sur les marchés financiers, etc. Et donc, on peut regarder ça à travers la lorgnette de l'effet cantillon, en fait. De la même manière que quand on rachète, par exemple, des titres de créances hypothécaires à des banques, bah oui, c'est effectivement d'abord les banquiers qui reçoivent l'argent et qui ensuite le dépensent en recevant leurs bonus, etc. Et donc, du coup, ils profitent de la création monétaire avant d'avoir affronté des prix qui ont été impactés par l'inflation. De la même manière, lorsque la Banque centrale, par exemple, crée de la monnaie de réserve, encore une fois, à travers le quantitative easing, on va d'abord percevoir l'effet sur le prix des actifs et ce n'est qu'éventuellement par d'autres mécanismes, si cette monnaie vient à circuler dans l'économie réelle, ça peut être par la modification des comportements, que l'exemple que donnait David, par exemple, dans la République de Weimar est très juste, c'est-à-dire que si tout d'un coup les gens sont dans une sorte d'euphorie et se disent bah, tout ira bien demain, je vais consommer plus, bah, ça risque d'augmenter l'inflation. Et donc, bref, tout ça pour dire qu'on peut le voir comme un corollaire de l'effet cantillon. Et juste un autre tout petit truc, l'autre raison pour laquelle l'assouplissement quantitatif a un effet important sur les actifs, c'est aussi du fait des valorisations. L'essentiel des modèles de valorisation, enfin quasiment tous les modèles de valorisation qui existent dans le monde pour toutes les catégories d'actifs, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des actions, enfin, tout ce que vous voulez, à part éventuellement les matières premières, ils sont basés sur ce qu'on appelle des discounted cash flow. Alors, c'est des flux financiers actualisés, en français, je crois. Et en gros, ils sont inversement proportionnels au taux d'intérêt. C'est-à-dire que plus le taux d'intérêt est bas, plus les cash flows futurs qu'une entreprise va générer ont une valeur présente qui est importante. Et donc, du coup, plus son action, elle vaut de l'argent. Et donc, effectivement, lorsque les banques centrales font de l'assouplissement quantitatif, le premier effet, ça va être de causer une baisse générale des taux sur l'ensemble de la courbe de taux. Et par conséquent, tous les opérateurs de marché, quand ils évaluent une entreprise et qu'ils regardent ses résultats financiers, etc., la manière dont ils vont actualiser dans le présent la valeur des cash flows futurs qui sont attendus, bah, elle est totalement liée au taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt est bas, plus ces cash flows ils ont une valeur présente qui est importante. Est-ce que Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rebondir Mais là-dessus? excuse-moi, Ouais, oui, mais pardon, donc, vas-y. donc ça cause un cercle vicieux, c'est un peu ça que tu expliques. Donc, à cause de l'effet de un, ben, ça va causer une accélération de l'autre côté. C'est un peu ça que tu expliquais. Alors, en tout cas, ce qu'on peut, là où ça se transmet, ce qui est intéressant à voir, c'est que bah, du coup, le prix des actifs augmente. Je disais tout à l'heure aussi que quand la courbe de taux baisse, enfin, plutôt quand elle s'aplatit, la rentabilité, la marge des banques disparaît. Parce que le métier d'une banque, c'est d'emprunter à court terme et de prêter à long terme. Donc, plus la courbe de taux est plate, moins elle va faire de marge par crédit octroyé. Et donc, du coup, elle n'a pas intérêt à prendre des risques. Elle n'a pas envie de prendre des risques. Donc, elle essaye de ne pas prêter aux entrepreneurs. Elle essaye de ne pas prêter avec des gens qui créent du capital. Elle va plutôt prêter à des gens qui apportent du collatéral. Sauf que, comme on vient de le dire, quand on fait du QE, la valeur des collatéraux, en tout cas sur le papier, elle augmente. Donc, plus il y a de collatéral dans le système et plus ces collatéraux, donc par collatéral, j'entends des actions, de la propriété immobilière, des titres de dette, etc. Plus ces titres-là ont de la valeur, bah, plus il y a de potentiel de création monétaire dans le système. Parce que, encore une fois, si vous allez voir n'importe quel banquier avec de la dette française ou avec des actions Tesla ou quoi que ce soit, il va vous prêter jusqu'à quasiment 99% ou 98% de la valeur faciale du titre. Et donc, il y a une sorte de mécanisme indirect
qui fait que le QE fait baisser les taux, ça fait monter la valeur du collatéral, et ensuite, les gens, du coup, ont l'impression d'être plus riches, ils ont plus de collatéral, ils peuvent emprunter plus, ils vont à la banque, ils empruntent de l'argent, et parce que le banquier la crédite des comptes sur des banques commerciales qui, du coup, circulent dans l'économie réelle, là, du coup, ça crée plus de masse monétaire, telle que mesurée selon M2, et donc là, ça crée des pressions inflationnistes dans l'économie réelle. Très intéressant. Très intéressant. Donc, une des réponses à ça serait peut-être d'avoir des taux d'intérêt de marché et non imposés par une banque centrale. Ouais, par exemple, ça pourrait être une idée, ouais. Bah, effectivement, l'autre truc qui est important à voir, c'est que, en fait, bah, déjà, quand la courbe de taux est plus, enfin, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, hein, mais quand la courbe de taux est plus croissante, entre guillemets, est plus raide, bah, les banques, en fait, elles ont beaucoup plus intérêt à subventionner des entrepreneurs. Et ça, c'est mieux pour nous, parce que du coup, bah, ça fait de l'accumulation de capital. Il y a des gens qui prennent des risques, qui inventent des technologies, qui trouvent de nouvelles manières d'organiser la structure de production, etc. Et ça, on en bénéficie tous sous forme de produits moins chers et plus facilement disponibles. À l'inverse, quand on est dans ce système où la courbe de taux est très plate, bah, les banquiers n'ont pas envie de prendre de risques. Et donc, en fait, on est vraiment en plein dans l'effet cantillon, c'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui ont déjà des actifs qui peuvent emprunter pour racheter d'autres actifs. Donc, il n'y a plus de formation de capital, il n'y a plus d'accumulation de capital, et on vit dans une sorte de casino géant où, en fait, ceux qui ont déjà les actifs les plus rares et les plus prisés sont dans la meilleure position de continuer à s'enrichir et sans produire quoi que ce soit qui ait de la valeur pour les autres. C'est fantastique, Théo. Je te remercie parce que j'ai un voisin qui est un expert en finance. Là. Il est partner dans un hedge fund, puis j'ai souvent ces discussions-là avec lui. Puis, essentiellement, son argument, c'est si on ne fait pas de création monétaire par les banques, puis les prêts, puis si les taux d'intérêt ne sont pas bas, bien, il n'y aura pas d'innovation, puis il n'y aura pas de nouvelles choses parce que quand tu injectes de l'argent dans le système, il y a du monde qui emprunte, puis il crée des. Mais en fait, ce que tu expliques, là, c'est que c'est l'inverse. C'est que là, l'argent est créé, mais est investi dans des choses qui sont dans les collatéraux et non dans la prise de risque parce que tu ne peux pas compenser le risque avec le taux d'intérêt qui pourrait potentiellement te rapporter. Donc, les banques ne veulent pas prêter à des gens qui sont risqués, donc elles vont investir seulement dans des collatéraux. Donc, c'est des technologies et l'innovation qui existent déjà. Fait que donc, techniquement, faire ça, avoir des taux trop bas puis créer de l'assouplissement quantitatif, ça doit freiner l'innovation, right? Si je comprends bien ce que tu dis, à mon avis, c'est ça le résultat que ça peut donner. Ouais, exactement. En fait, ça crée une sorte de soviétisation de l'économie, où on crée une sorte de classe d'apparatchiks qui a déjà l'essentiel des ressources productives, qui a déjà l'essentiel, par exemple, des biens immobiliers prisés, l'essentiel des actifs rares, etc., etc. Et ces mecs-là, on les met dans une situation où ils peuvent s'enrichir sans jamais créer sans jamais innover, sans jamais vraiment apporter quelque chose dans l'économie réelle. Et, et donc, en fait, on a cette espèce de structure d'incitation où, sans chercher de complot ou quoi que ce soit, par le simple effet de la Banque centrale sur la courbe de taux, les banquiers ne prêtent plus aux gens qui sont le moteur de l'économie, c'est-à-dire les entrepreneurs. Et en même temps, on crée une sorte d'élite économique qui, au lieu d'être constituée d'entrepreneurs, je sais pas, comme Henry Ford ou Michelin, etc., qui créent des entreprises, qui innovent, qui créent de la valeur et qui améliorent notre qualité de vie, en fait, on se retrouve juste avec des parasites improductifs, souvent travaillant en finance, qui gagnent de l'argent en spéculant, c'est-à-dire finalement en ne créant aucun actif, aucun produit, en introduisant rien d'intéressant pour le consommateur dans l'économie. C'est un peu ça que je voulais dire. Oui, c'est très clair. Tu as vu le post d'Elizabeth Warren qui dit que le prix de la dinde monte. La raison pourquoi le prix de la dinde monte aux États-Unis, c'est parce que le CEO puis les actionnaires des entreprises de dinde se versent des gros salaires puis beaucoup de dividendes. Donc, tu as raison quand tu dis que. En fait, ce que je veux rajouter, c'est que les entrepreneurs sont maintenant démonisés, comme on dit, ben, ils font de l'argent, ils versent des dividendes, ils versent des gros salaires. Fait qu'eux sont démonisés quand, dans le fond, c'est eux qui font marcher l'économie. Puis, on glorifie après ça, comme tu dis, ben, les gens qui sont en finance puis qu'ils ne font pas vraiment de réel ajout productif et qui font de l'argent en spéculant, dans le fond. Moi, je trouve que c'est carrément le monde à l'envers. Moi, je les haïs. Les milliardaires, je les haïs pas. Là. Ils créent des trucs, tu sais.
Puis après ça, ben, on vénère les financiers qui font un gros casino mondial, qui font plein d'argent en n'amenant pas de production à l'économie. Fait que moi, je trouve que dans le contexte actuel, c'est vraiment pensé à l'envers, à mon humble avis. Ouais, non, mais c'est très juste ce que tu dis. Et d'ailleurs, on peut même le voir comme ça aussi, hein. Même si on ne regarde pas à l'échelle de l'économie dans son ensemble, mais juste à l'échelle d'une entreprise. Vous êtes PDG d'une entreprise, vous avez à répondre à des actionnaires qui en fait sont les propriétaires de l'entreprise. C'est eux qui détiennent le capital. Eux, leur but, c'est juste que vous ayez une allocation du capital qui soit la plus efficiente possible, parce que c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent, que ce soit sous forme de dividendes ou sous forme de valorisation de leur action. Si, et ça Saylor il l'explique très bien par exemple, si vous avez une évolution de la masse monétaire qui est de l'ordre de 15-20% par an, que les taux d'intérêt sont très bas, vous n'allez pas tout simplement trouver de ligne de business, à part si vous êtes éventuellement Facebook ou Amazon ou je sais pas, vous n'allez pas trouver de ligne de business qui va vous donner un rendement réel. Parce que arriver à obtenir un rendement réel de 20% ou de 25%, c'est super compliqué. La plupart des entreprises, elles ont une rentabilité marginale du capital, c'est-à-dire la quantité de bénéfices qu'on peut espérer par dollar investi, qui en général est inférieur à ce genre de pourcentage-là. Et donc du coup, vous êtes PDG de votre entreprise, vous avez à répondre à vos actionnaires, vous avez plein de liquidités sur votre bilan, vous faites quoi? Bah, vous achetez du Bitcoin, vous rachetez vos propres actions, vous achetez des titres de dette, vous spéculez avec, peu importe, mais vous allez surtout pas construire une usine. Parce qu'en construisant une usine, vous allez vous faire jeter par vos actionnaires, qui eux, en fait, vont perdre de l'argent à terme. Alors que par contre, si jamais vous rachetez vos propres actions, prenez par exemple, je sais pas, Oracle, l'année dernière, ils ont racheté pour 30 milliards de dollars de leurs propres actions, au lieu de créer de nouveaux logiciels, d'embaucher des équipes de recherche, etc., etc. Et en fait, ça n'a rien de machiavélique, c'est juste que le PDG d'Oracle, c'est son job. C'est comme ça, dans le contexte dans lequel on l'a placé, qui va répondre aux attentes de l'actionnaire. Et à la limite, ce gars-là, on ne peut pas trop lui en vouloir. Le problème, c'est le contexte dans lequel on l'a foutu. Si on est dans un monde où les taux d'intérêt ne sont pas manipulés comme ça, on a probablement un type différent qui fait des choix différents et ces choix vont plutôt se porter vers le fait, encore une fois, de créer du capital, de faire de la formation de capital, de créer des nouveaux produits, de créer des usines, etc. etc. Et Saylor, c'est exactement comme ça qu'il a perçu le truc et qu'il a investi dans Bitcoin, par exemple. À la base, ce mec-là, c'est un mec qui se dit, bah, aujourd'hui, on a créé 40% des dollars qui existent dans l'économie, ils ont été créés en l'espace d'un an. Moi, je ne peux pas investir dans mon business de l'argent de manière à avoir un rendement de 40%. Donc, du coup, bah, j'achète du Bitcoin. Parce que ça a un rendement qui est supérieur à ça. Et c'est le seul moyen que j'ai de ne pas décapitaliser mon entreprise et de contenter mes actionnaires. Si je fais autre chose, je fais mal mon boulot. Très clair, puis j'ajouterais, Et pour rebondir, j'ajouterais que si on regarde les compagnies d'aviation, par exemple Boeing, qui justement a fait beaucoup de rachats d'actions dans les dernières années. Puis après ça, il arrive la crise économique, puis il se retourne de bord, puis il demande un bail-out au gouvernement. C'est quand, dans le fond, techniquement, il y aurait eu le cash flow nécessaire pour passer au travers de la crise juste par eux-mêmes, par précaution, disons, d'avoir un trésor de guerre pour affronter une crise. Mais au lieu de ça, ils ont racheté leurs actions. Donc, quand la crise est arrivée, il y avait plus d'argent. Donc, ils demandent un bail-out au gouvernement. C'est quand même fascinant. On dirait que le système que tu décris, on dirait que ça va nécessairement causer des choses incongrues comme celle-là. Ouais, mais et ce qui est Pardon, Nicolas. intéressant aussi ouais, en fait, dans ce que Saylor dit, on voit qu'en fait, ce qu'on a l'habitude, par exemple, des fois de nommer la classe dominante, enfin les gens qui possèdent, bah là, en fait, il y a une scission qui se crée. Il y a une scission entre d'une part, des banquiers centraux, en fait, qui profitent de plus en plus de ce système, mais en même temps, en fait, ils sont de moins en moins à en profiter, et du coup, ils se font de plus en plus d'ennemis. Et les ennemis qui se font, c'est les ennemis puissants. Ouais, c'est juste. Ouais, attends, moi j'avais juste une question, je voulais revenir parce que tu disais que à la base on prêtait aux entrepreneurs, maintenant on prête aux gens qui prennent des collatéraux. Et est-ce que toi, tu sais si ça va se retourner ou à quel moment est-ce que ça pourrait se retourner, dans quel cas de figure? Alors en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que pour que ça se retourne, il faudrait que les taux réels ils augmentent. Euh,
Et donc, du coup, genre, le problème qu'on a, c'est que. Attends, juste 2 secondes, il y a un micro qui. Pardon. Il faudrait que les taux réels ils augmentent. Et en fait, pour que ça, c'est une décision de la Banque centrale. Hein. Donc, il faudrait imaginer, par exemple, comme Paul Volcker l'avait fait, c'était le chairman de la Federal Reserve, le président, pardon, de la Federal Reserve de 79 jusque dans les années 80. Quand il est arrivé, donc il y avait pas mal d'inflation à l'époque aux États-Unis, il a monté les taux à 12% et ensuite à 20%. Et à ce moment-là, effectivement, là, tu te retrouves dans un contexte où c'est l'entrepreneur qui est mis en avant parce que on va lui confier des fonds et avec ces fonds, il a plus intérêt à créer du capital réel qu'à racheter ses propres actions, etc. Le problème, c'est que quand Volcker a fait ça à l'époque, la dette américaine, par exemple, c'était, si ma mémoire est bonne, à peu près 30% du PIB américain. Et de manière générale, la dette des entreprises et des gouvernements et des ménages dans le monde entier était assez basse. Aujourd'hui, si on monte les taux, ne serait-ce que, par exemple, en Europe, ils sont en gros à 0 et aux États-Unis, ils sont en gros à 1, 1,5%, ça dépend où on regarde sur la courbe. Si on monte les taux, ne serait-ce que d'1% dans chacune de ces zones, tout le monde fait faillite. Donc, en gros, pour sortir de ce contexte-là, il faut qu'on réautorise ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice, c'est-à-dire que des gens qui utilisent mal le capital fassent faillite pour que ces ressources réelles puissent être utilisées par d'autres de manière efficiente. Et pour ça, il faut effectivement que les banquiers centraux se réconcilient politiquement avec l'idée d'autoriser les gens à faire faillite en augmentant les taux. Ça n'arrivera jamais. Ils ont déjà signalé depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années, si ce n'est plus, que de toute manière, ils allaient faire tout ce qui était en leur pouvoir pour maintenir les valorisations des actions, maintenir les valorisations des marchés financiers, au détriment de tous les effets, malgré tous les effets de bord dont on a parlé. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'ils comprennent tous ces effets quand on les entend s'exprimer. Mais en gros, eux, ils réfléchissent politiquement. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais attends, si je fais ça, demain, le S&P, il passe à 2500. Là, il est à, je sais pas, 4006, 4007. Il va passer à 2500. Je vais avoir tout le monde dans la rue. Et ma tête, elle va finir au bout d'une pique, que ce soit métaphorique ou réel. Euh, et donc, ils sont allés trop loin, en fait, dans leur bêtise pour faire machine arrière. Et de toute manière, la manière dont ces mecs-là réfléchissent est trop politique. Ils peuvent pas se dire, tiens, je vais faire le truc qui est difficile, mais qui est juste. Ce qu'ils font, c'est plutôt pousser le problème encore plus en avant et se dire, je vais continuer à maintenir l'illusion parce que, comme ça, les gens sont contents. Donc, en gros, c'est une sorte de sacrifice absolu du long terme pour des objectifs à court terme. Donc finalement, la seule solution, ce serait que tout le monde tourne le dos à l'euro et au dollar et tout le monde se mette vers un standard dur comme BTC. C'est plus ou moins la seule solution, non? Exactement. C'est-à-dire que la significativité d'un truc comme Bitcoin, elle se situe juste là. C'est-à-dire que c'est à peu près la seule sortie pacifique qui peut être actionnée par la population de cet engrenage infernal dans lequel nous ont mis les banquiers centraux. Et quand on comprend un peu les sujets dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire finalement toute la mauvaise allocation de capital que ça a créé, les cantillionnaires que ça a créé, les systèmes de connivence et de corruption que ça a créé, l'inflation que ça crée et qui commence aujourd'hui à impacter de manière très très sensible la plupart des gens partout dans le monde, c'est plus que contenu à certains territoires dits du tiers-monde ou des pays en voie de développement, etc. Quand on se rend compte de tout ça, on comprend vraiment l'importance de Bitcoin. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de virus qui rentre dans notre économie, mais qui le guérit, quoi. Enfin, de virus, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, un agent qui s'infiltre et qui corrige le truc de l'intérieur, mais en plus de manière pacifique. C'est-à-dire qu'un truc qui est vachement intéressant aussi, c'est que on n'a pas besoin d'en passer par une révolution violente où, à la fin de la journée, on va foutre ces gens-là sur la place de la République et leur couper la tête, comme l'ont fait les révolutionnaires français en 89, en 1789, et qui par la suite évidemment a donné lieu à la terreur, qui globalement était un régime proche du stalinisme, mais sans les moyens technologiques qu'avait Staline, quoi. Et donc ouais, Bitcoin c'est la porte de sortie de tout ça. Mais du Théo, coup, c'est rapide. Juste savoir si tu as un livre ou un ouvrage ou de la documentation à nous suggérer pour qu'explique ce que tu as décrit un peu plus tôt, là. Je trouve, qui résume ça. Ouais, bien sûr.
Alors, franchement, le mieux, c'est de lire euh, Theory of Money and Credit de Ludwig von Mises, où il explique magistralement ce truc-là. Après, c'est pas un livre qui est hyper agréable et facile à lire. Il y en a un autre qui est très intéressant, qui s'appelle Prix et Production, Price and Production, de Friedrich Hayek, qui explique aussi très bien ces questions sur l'inflation, l'allocation du capital, etc., etc. Après, c'est pas les. Enfin, encore une fois, hein, toi, je sais que tu lis aussi beaucoup de bouquins d'histoire monétaire, de théorie économique et tout. Maintenant, voilà, les gens qui sont un peu plus à leur début sur ces sujets-là, je commencerai peut-être pas par là. Mais par contre, bah, déjà dans le Bitcoin standard et le Fiat standard, SafeDyn l'explique très bien, d'une manière que je trouve assez didactique. Et enfin, peut-être un dernier livre aussi, là par contre encore plus poussé, mais qui à mon avis est le plus complet sur tous ces sujets. C'est un bouquin d'un autre économiste autrichien qui s'appelle qui s'appelle Monnaie, crédit bancaire et cycle économique. Et l'auteur, c'est Jesus Huerta de Soto. Merci beaucoup. Je t'en prie. Théo, moi j'aurais une question. Merci pour l'intervention. C'est super intéressant en fait les éclairages que tu apportes sur la manière dont fonctionne le système bancaire. Moi je voulais savoir un truc. Je comprends que au niveau des masses monétaires, hein, la M0 ou la M1, donc c'est finalement tout ce que tu as comme espèce et cash dans l'économie, en plus de la monnaie banque centrale. Et puis en M2, on a tout ce qu'il y a dans les comptes de dépôt. Donc finalement, toutes les dettes, tous les crédits qui sont créés par le système, par les banques commerciales. Est-ce que tu peux nous rappeler les chiffres, donc les répartitions dans enfin, de la masse monétaire dans ces de ces différents groupes-là, et puis plus spécifiquement ce que ça représente le cash, donc l'espèce dans cette masse monétaire, d'une part. Et l'autre chose que je voudrais savoir, est-ce que cette répartition-là, elle est plus ou moins, enfin ces chiffres-là sont plus ou moins pareils dans les économies de pays en voie de développement, comme l'Afrique francophone par exemple, ou des pays d'Amérique latine? Ouais. Alors je vais prendre à l'envers. Donc pour les pays en voie de développement, honnêtement, je dois avouer que je me suis jamais trop intéressé au sujet, donc je sais pas trop. J'aurais tendance à dire que dans leurs économies, il y a beaucoup plus de cash enfin, il y a une grande partie de cash et pas beaucoup de dépôts bancaires, contrairement à dans nos pays, tout simplement parce que la plupart des gens n'utilisent pas le système bancaire, soit parce qu'il n'est pas assez développé, soit parce qu'il est hyper corrompu, soit parce qu'ils font pas confiance, etc. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de cash. Et puis, il faut pas oublier que dans beaucoup de ces économies, en fait, la plupart des gens, ils veulent détenir des dollars, des euros, et enfin des monnaies qui sont pas complètement des shitcoins absolus. Et donc, ce serait très compliqué d'analyser avec un peu de granularité les masses monétaires, leur circulation et les effets qu'elles ont. Pour ce qui est des rapports entre M0, M1, M2, etc. Alors, c'est un peu compliqué parce que je me suis arrêté pour simplifier les choses à M2, mais en fait, il y a aussi des étages par-dessus, ce qu'on appelle M3 et M4, qui sont encore plus complexes. Et en fait, pour le dire assez rapidement, en fait, entre M2, M3, M4, plus ou moins, ça dépend de la liquidité de ces dépôts. C'est-à-dire, est-ce que je peux aller les retirer en cash direct à la banque si j'y vais, ou est-ce que, par exemple, il y a une durée de rétention minimale, comme ça peut être le cas, par exemple, dans une assurance vie, ou comme ça peut être le cas dans certains types de polices d'assurance ou de comptes d'épargne à long terme, ou des choses comme ça. Euh, donc pour ceux qui sont par exemple en France, genre quelque chose comme un PEL, c'est sûr que ça va pas être dans M2. Par contre, votre concurrent c'est dans M2. Ceci étant dit, donc quand je disais qu'il y a 90 à 97% de monnaie qui est de la monnaie qui est créée par les banques commerciales, en fait, je prends en compte M2, M3 et M4. Et le problème, c'est que ce chiffre, enfin ce ratio, a tendance à beaucoup varier parce que les banques centrales, depuis notamment le Covid, ont tellement fait exploser leur bilan que c'est vrai que M1 a énormément augmenté.
Donc peut-être que le ratio a un peu varié, mais c'est sûr que c'est au-delà de 85-90%. Et c'est à peu près pareil dans toutes les grandes zones économiques. Je pense que c'est même pire en Europe qu'aux États-Unis parce que le bilan de la BCE en part de notre PIB est beaucoup plus gros que celui de la Fed, par rapporté à son propre PIB. Et juste un petit point, je sais que c'était pas ta question, enfin que c'était pas ta question, mais je pense que c'est aussi intéressant à comprendre, et ça m'y fait penser. Euh, En fait, du coup, ce système, la manière dont il fonctionne, c'est qu'en fait, du coup, si vous comprenez ce que j'ai dit, les banquiers centraux, en fait, ils peuvent pas vraiment créer de la monnaie, au sens pas vraiment créer de la monnaie qui va circuler dans l'économie réelle et qui va créer l'inflation qu'ils désirent tant. Du coup, ils sont un peu tributaires des banques qui, elles, décident ou non d'octroyer des crédits. Et donc, en fait, elles essayent de les manipuler indirectement en manipulant les taux, en faisant du QE, en faisant des trucs comme ça. Et ça, c'est un truc, en fait, il faut comprendre qui les frustre énormément. Eux, ils aimeraient pouvoir le faire directement. Et c'est exactement à cet endroit-là qu'arrivent les CBDC. C'est-à-dire que l'essentiel de la motivation d'un banquier central à créer des CBDC, donc, pardon, hein, les CBDC, c'est ce qu'on appelle les monnaies digitales banque centrale. Leur motivation pour créer ces trucs-là, c'est justement d'obtenir un mécanisme de transmission direct de la politique monétaire. Donc, c'est-à-dire de pouvoir injecter de l'économie où ils veulent, quand ils veulent, et directement dans l'économie réelle. Ce qui va être fou, là, c'est quand ils vont vouloir Ouais, mais le contracter problème, là, le volume de monnaie. C'est là que ça va être intéressant à suivre au moment où ils vont vouloir faire la contraction. Voilà. Mais enfin, enfin, en même après, temps, les CDC, pour moi, ça, enfin, d'après la lecture que j'en fais, hein, ça représente une menace directe pour les banques commerciales, vu que la masse monétaire sera directement gérée par les banques centrales. Mais il me semble hein, que dans les réflexions qui sont menées actuellement par la BCE pour la mise en place d'un CBDC à l'échelle européenne, les banques commerciales y sont associées. Donc je comprends difficilement comment est-ce qu'elles peuvent participer à un projet qui, à terme, devrait diminuer fortement leur capacité enfin, leur marge de manœuvre finalement. Ou je me trompe, enfin, ou j'ai pas de bonnes infos. Non, non, t'as très bien compris le sujet. Alors en fait, déjà, c'est hyper particulier. C'est-à-dire que tu l'as bien expliqué. Aujourd'hui, on est dans une situation où, en gros, les banques centrales qui sont censées être les régulateurs des banques sont en train d'essayer de se substituer aux banques commerciales. Donc c'est quand même assez inédit. On a un régulateur qui essaye de remplacer l'industrie qu'il est en train d'essayer de réguler. En gros, on peut le lire comme ça, hein, les CBDC. Euh, L'effet que ça devrait avoir, c'est qu'en fait, ça va transformer les banques en hedge funds. C'est-à-dire que la plupart des grosses banques, je ne parle pas forcément de, par exemple, je vois qu'il y a Bitcoin Romandie dans le chat, en Suisse par exemple, il y a des banques cantonales qui sont assez proches de l'économie réelle, etc. Je ne pense pas forcément à ces banques-là, mais si vous prenez la BNP ou JP Morgan par exemple, c'est déjà en fait des énormes hedge funds, ces trucs-là. Et en gros, ce que je veux dire par là, c'est que l'essentiel de ce qu'ils font, c'est des opérations sur des marchés financiers et du financement à de très grosses entreprises par le truchement de marchés de crédit, de marchés monétaires et de choses comme ça. Et en fait, du coup, d'une certaine manière, la plupart des grosses banques mondiales sont déjà des espèces de hedge funds. Et donc, qu'on leur dise, finalement, vous allez arrêter de servir le petit consommateur et il va plus avoir votre compte chez vous et il va avoir le compte chez nous à la banque centrale pour ses dépenses courantes, etc. Et vous continuerez juste à lui filer des produits d'épargne et des trucs comme ça. Pour les banques les plus puissantes du système, ça va pas changer énormément la manière dont elles fonctionnent. Et pour clore sur ce point-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que faut aussi voir que le QE, en fait, ça a amélioré la rentabilité des banques à court terme parce qu'en gros, la banque centrale leur dit on vous promet de vous racheter des actifs plus tard, plus cher que vous les avez achetés aujourd'hui. Donc, c'est un repas gratuit pour elles. Mais en même temps, vu que ça lisse complètement la courbe de taux, bah, ça détruit leur rentabilité. Donc, en fait, d'une certaine manière, là, j'ai pas d'infos là-dessus, mais moi, j'aurais tendance à dire qu'ils ont compris ça depuis un moment et qu'il y a une espèce d'accord plus ou moins informel qui s'est fait entre les élites bancaires et entre leurs régulateurs pour faire évoluer le système de manière réglementaire tel qu'il est déjà en train de fonctionner. C'est-à-dire que, en gros, ils sont en train d'acter par la loi et des mécanismes un peu plus clairs et précis, ce qui est plus ou moins de toute manière la dérive dans laquelle le système était engagé.
Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent intervenir, poser des questions ou autre? N'hésitez pas hein, à demander la parole. Merci Théo, vraiment. Super intéressant. Merci. Bah, je t'en prie, merci à toi d'être venu et d'intervenir. Je me sens moins seul. Euh, du coup, bah, si vous êtes au clair avec tout ça et si ça vous parle et tout et qu'il n'y a pas trop de questions, je peux vous proposer qu'on parle un petit peu aussi d'un autre paradoxe. C'est le fait que finalement, si on regarde parmi les monnaies, on va dire de premier rang, les grosses monnaies mondiales qui ne sont pas complètement des shitcoins totales, comme bah, donc là j'ai en tête le yen, la livre sterling, le franc suisse, l'euro, le dollar. Il y a un truc qui étonne beaucoup de gens, c'est le fait que le dollar soit aussi cher, qu'il soit aussi fort, alors que pourtant la Fed n'en arrête pas d'en imprimer, enfin on en imprime dans tous les sens. Et je pense Le, qu'il y le a un point pétrodollar. oui, le pétrodollar. Il y a un point qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, vous savez, la monnaie, c'est le bien à effet réseau par excellence. Il y a vraiment presque aucun bien où on peut imaginer une telle puissance des effets réseau, c'est-à-dire que où il y a une telle utilité à avoir le même que les autres. Et, et du coup, en fait, dans l'histoire, et je pense que David pourra en parler encore mieux que moi, dans l'histoire monétaire humaine, il y a toujours eu un standard monétaire, que ce soit l'escudo portugais, le franc, la livre britannique, etc. Il y a toujours une monnaie et c'est toujours plus simple pour la division du travail, le commerce, le calcul économique et tout, que tout le monde fonctionne avec la même monnaie. Et donc en fait, aujourd'hui, on a une sorte de parodie dans notre système où on nous fait croire qu'il y a plein de monnaies qui sont d'importance relative et tout, là où en fait, il y a essentiellement le dollar et il y a plein de shitcoins qui sont remorqués au dollar et qui ont une existence essentiellement domestique, c'est-à-dire qui est essentiellement limitée à la zone économique et souveraine dans laquelle ils existent. Et en fait, la raison pour laquelle, malgré ce que pensent beaucoup de gens, le dollar risque d'être le dernier à tomber dans l'effondrement du fiat system, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'utilisation du dollar dans le monde, et notamment il y a tellement de dettes en dollars qui sont émises partout dans le monde, même en dehors des États-Unis, qu'en fait, il y a une demande pour le dollar qui est absolument gigantesque. Et depuis quelques années, on a cette espèce de mouvement qui se crée où, en fait, les banques centrales baissent les taux. Du coup, ça encourage plein d'entreprises. Par exemple, si vous imaginez une banque chinoise ou une entreprise qui a une activité minière au Brésil, ça les encourage à émettre de la dette en dollars parce que, par exemple, cette entreprise minière au Brésil, si elle émettait de la dette dans sa monnaie locale, le real brésilien, bah, elle aurait un taux d'intérêt qui serait bien supérieur parce que le risque de fluctuation de sa monnaie doit être pris en compte par l'investisseur qui va acheter ces titres de dette. Donc, ça l'incite à émettre de la dette en dollars. Et du coup, on a un stock de dette en dollars dans le monde à l'extérieur des États-Unis qui est gigantesque. Et étant donné que tous ces gens-là doivent quand même payer un peu d'intérêt sur leurs dettes et de temps en temps les rembourser, eh ben, ils passent leur temps à demander des dollars sur le marché. Et donc, on a cette espèce de mouvement qui se crée où en fait, les banques centrales injectent de la liquidité comme des cochons. Ça fait baisser les taux d'intérêt, et notamment la Fed. Ça fait baisser les taux d'intérêt, et notamment les taux d'intérêt en dollars. Ça incite l'ensemble de l'économie mondiale à emprunter en dollars. Et au bout d'un moment, du coup, ça crée une demande, même si les taux sont plus bas parce que le volume de dette est énorme, ça crée une demande pour le dollar qui renforce le dollar et qui, à ce moment-là, fout la merde à peu près partout dans le monde, à part éventuellement aux États-Unis. Parce que, tout simplement, si par exemple, vous êtes. Alors, mon entreprise minière, elle vend de l'or sur les marchés internationaux, donc c'est pas un bon exemple. Mais si, par exemple, vous fabriquez, je sais pas, des jouets en Turquie, et que vous vendez essentiellement au marché domestique turc, mais que vous avez pris de la dette en dollars, et que, bah, comme ça se passe aujourd'hui, la lire turque, elle dévisse par rapport au dollar, il va falloir vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de jouets qu'avant, juste pour continuer à pouvoir payer les intérêts de la dette. Donc du coup, à ce moment-là, vous allez essayer d'échanger plein de lire turques contre des dollars pour pouvoir payer les intérêts de votre dette auprès je sais pas, d'une banque européenne comme la BNP, par exemple, qui vous a fait un prêt en dollars. Et du coup, ça crée une sorte de phénomène dans lequel le dollar se renforce par rapport à toutes les autres monnaies, même alors que la Fed imprime plus de dollars ou que le gouvernement américain fait plus de déficit que d'autres gouvernements des pays de l'OCDE.
C'est super intéressant. J'ajouterais juste qu'en plus, il y a le système du pétrodollar qui cause, qui renforce aussi le dollar malgré l'impression monétaire parce qu'il y a toujours une demande pour le dollar US à cause des transactions en pétrodollar. Mais ça, je ne l'avais pas réalisé, Théo. Merci que, dans le fond, les entreprises qui font des prêts doivent payer en dollars US, doivent payer leurs intérêts et donc ça pousse à eux vendre leur monnaie locale, ce qui déprécie la monnaie locale puis renforcer l'or. C'est super intéressant. Un autre angle pour ce phénomène. Puis j'ajouterais une dernière chose, je suis en train de monter une collection de pièces de monnaie de réserve mondiale, justement. C'est drôle que tu amènes le sujet. J'ai presque fini, j'ai presque un exemplaire de toutes les pièces de monnaie de réserve mondiale depuis le Solidus romain. En fait, mon Solidus romain, c'est pas un vrai, c'est une copie là, parce que ça vaut 1000 $, un Solidus romain. Mais donc, je vais faire un post éventuellement sur Twitter ou un article avec un exemple de chacune des pièces de leur époque. Tout ça a commencé parce que j'ai découvert le Gulden néerlandais dans le livre de Nick Batia, Layered Money, donc la création de la première banque centrale à Amsterdam. Donc, ils ont émis le Gulden en 1609 et j'ai trouvé un vieux Gulden du 18e siècle sur eBay, pas trop dispendieux. Et donc, j'ai décidé d'acheter des copies de toutes ces pièces. Pas des copies, là, mais des vrais si possible et certaines copies parce que c'est très dispendieux. Et donc, ça va donner. C'est un projet pédagogique dans le sens que j'ai vu ça souvent, toutes ces choses-là, mais quand c'est une photo ou quand c'est juste dans une image ou un concept, c'est pas très réel, mais la voir dans ses mains, pouvoir le montrer, je trouve que ça donne un effet dans le réel. Je trouve que ça amène les gens à réfléchir. Puis je vais amener la collection à Surf and Bitcoin l'année prochaine pour que tout le monde puisse voir l'évolution de la monnaie de réserve mondiale qui va peut-être devenir Bitcoin éventuellement si tout tombe en place. Voilà. Ouais, c'est super. Bah, j'avais bien kiffé déjà ta collection de shitcoin cette année. Et d'ailleurs, tu me fais penser aussi le livre dont vient de parler David, là, Layered Money de Nick Batia. Je pense que c'est un super point de départ pour comprendre le fonctionnement du système bancaire. Alors, peut-être pas le système bancaire actuel, puisqu'il est devenu tellement compliqué que je pense qu'il n'a pas cherché à l'expliquer trop en détail dans son livre. Mais en tout cas, ça explique très bien les différentes couches monétaires dont on parlait avant. Ça explique vachement bien aussi, surtout comment ça a évolué dans l'histoire. Et c'est un bouquin qui se lit vachement bien. Ça fait, je pense, je sais pas, ça doit faire 100 pages, 150 pages, quelque 150 chose comme pages. ça. Ouais, je sais pas si j'ai mentionné pendant que je parlais, mais j'étais en train de le traduire. Là. On va le sortir l'année prochaine en français pour ceux qui lisent pas l'anglais. Ah bah génial, bah d'ailleurs si tu as besoin d'aide pour la traduction, n'hésite pas, hein. Je suis dans une grosse phase traduction également et je trouve que ce bouquin est vraiment génial et qui mériterait d'être diffusé hein, également à un public français. C'est gentil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir, faire une remarque sur ce qu'on disait ou poser une question n'hésitez pas encore une fois hein, à demander la parole. Ouais, Jean Moule 2, je t'ai donné la parole si tu veux. Faut juste que tu désactives ton micro. Bon. C'est bon là? Ouais, c'est bon, ouais. Putain, désolé. Oui, donc je disais en fait, j'ai pas vraiment le vocabulaire technique dont vous faites preuve depuis tout à l'heure, mais et puis ça fait pas longtemps que je suis dans les crypto-monnaies. Et c'est une question qui concerne, je pense que ça suit un petit peu la discussion qu'on a eue depuis tout à l'heure, mais moi, mon questionnement que j'avais, c'est est-ce que vous ne pensez pas que les banques centrales, comme on en parlait, quand on voit là qu'ils se lancent sur les CBDC, est-ce que vous ne pensez pas que dans tous les cas, ils sont déjà un petit peu dans le système, pour ce qui est du Bitcoin, est-ce qu'ils n'auraient pas un petit peu
mis un lapin dans le terrier en attendant que ça se passe, et que par la suite, comme ça se passe toujours, je pense qu'ils auront main basse dessus comme sur le reste, même si je regarde un petit peu là, la série Satoshi pour essayer de comprendre un peu mieux au niveau du Bitcoin. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont essayer de démocratiser autre chose et de mettre en place en fait une sorte de monnaie numérique qui serait plus facilement acceptée, parce que les gens ont eu l'impression de participer à sa création, alors qu'au final, bon, on ne sait pas trop qui a inventé le Bitcoin, Enfin, moi, je sens un petit peu, je sais pas, je suis un peu complotiste sur les bords, et du coup, je me questionne là-dessus, quoi. Voilà. Alors, si tu es dans enfin, je pense, vu le discours que tu as et tout, à mon avis, je pense que si tu veux essayer de bien comprendre déjà les mécanismes de Bitcoin, etc., bah, je peux te conseiller déjà le livre de David qui est dans le chat avec nous, là, qui s'appelle Tout sur Bitcoin, et qui, pareil, se lit bien, c'est assez facile, c'est bien écrit, et en c'est quoi, c'est 100 pages ou 150 pages aussi, même pas, je pense que ça doit faire 100 pages. Ça t'explique vraiment le fonctionnement technique et les tenants et les aboutissants du système. Ensuite, pour répondre plus précisément à ce que tu disais, en fait, Bitcoin est fait tel que il peut pas être coopté par qui que ce soit, il peut pas être. Enfin, les banquiers ils peuvent rêver autant qu'ils veulent de mettre une backdoor dans Bitcoin ou de pouvoir le retourner à leur propre avantage ou quoi que ce soit, ils peuvent pas. Ça a été créé avec une ingéniosité qui est absolument remarquable, notamment pour ça. C'est-à-dire que la capacité de résistance à la collusion, à la censure, à la manipulation de Bitcoin est absolument étonnante, à la fois sur le plan théorique et à la fois sur le plan empirique, de ce qu'on constate depuis 12 ans. Euh, Crois-moi, il y a la plupart des banquiers qui voient Bitcoin comme de la kryptonite, qui détestent ça. La plupart des banquiers centraux, c'est encore pire. Les gouvernements également, ils rêveraient de s'en débarrasser. Ils ont essayé 1000 tours de passe-passe pour le faire et ils n'y sont pas parvenus. Et je pense que c'est une des meilleures preuves que je peux te donner sur le fait que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué à faire qu'on pourrait le croire à première vue quand on arrive un peu dans ces questions-là. Alors moi, je voulais plus dire, est-ce que tu penses pas qu'ils essaieraient de pousser sur le devant de la scène une autre monnaie qui serait pas décentralisée comme le Bitcoin, quoi? Ah oui, bah c'est ce qu'on disait avant, en fait, quand ils créent leur monnaie banque centrale, notamment en appelant ça des CBDC, ils jouent un peu sur les mots et ils essayent de nous faire croire que ça aurait quelque chose de similaire avec Bitcoin, ou en tout cas avec les cryptos au sens général. Mais c'est absolument pas le cas. Et par contre, enfin, ils vont peut-être éventuellement réussir à faire croire ça à beaucoup de gens parce qu'il y a un niveau d'information sur le sujet qui, pour l'instant, est encore assez limité. Mais peu importe, même s'ils proposent une alternative, ce sera une alternative qui aura tellement de défauts et tellement moins d'avantages que Bitcoin, à la fois en termes de réserve de valeur, de portabilité, de frais de transaction, de résistance à la censure, etc., que bah oui, ils peuvent essayer, mais à la fin de la journée, le seul truc qui maintient leur système, c'est l'usage de la force qui nous oblige par le truchement des lois à cours légales, à utiliser leur shitcoin. Mais comme c'est le cas depuis bien longtemps. Ouais, sauf que au bout d'un moment, quand les États sont trop en faillite et quand il y a trop d'inflation, même si on te dit attention, tu vas prendre une amende si jamais tu utilises Bitcoin ou que tu utilises une autre monnaie ou quoi que ce soit, entre prendre une amende ou crever de faim, ton choix est vite fait, quoi. Et Oui, c'est pas faux. si ça te dérange pas, je vais juste donner la parole aux autres parce que je vois qu'il y a, Ouais, non, mais très bien, je te remercie pour ta réponse. il y a GG et Nico qui demandent. C'était juste pour répondre à Jean Moule 2. C'était pour dire qu'en fait, la magie du Bitcoin, en fait, c'est que, comme tu disais, même si tu es hyper complotiste et que tu pars du principe que Satoshi Nakamoto, c'était la CIA, ben en fait, Satoshi Nakamoto, aujourd'hui, sur le protocole, il a aucun impact, en fait. Contrairement à d'autres shitcoins comme l'Ether, par exemple, où la fondation Ethereum, elle peut changer la politique monétaire de l'Ether comme ils sont en train de le faire. Là, ils essayent de le passer en proof of stake. Et ben en fait, Satoshi Nakamoto, ou quelle que soit la personne qui se cache derrière, même si on part du principe que
que c'est la CIA, on peut prendre cette option-là. Ben, en fait, si aujourd'hui, si demain il revient, et ben, il n'aura pas plus d'impact sur le protocole que toi ou moi ou n'importe quelle personne qui mine, en fait. C'était juste pour ajouter ça. Peut-être qu'il pourra faire varier les cours sur le court terme, mais à moyen long terme, il pourra rien. Ouais, clairement. Oui, ce qu'il pourra faire, c'est dump, quoi, 900 000 coins. Et ça va créer un Black Friday, je ne sais pas si vous utilisez cette expression-là en Europe, mais ça va être un immense rabais sur des bitcoins. Puis ce que les bitcoiners vont faire, c'est les acheter, puis c'est tout. Après ça, le système va continuer comme si de rien n'était. Moi, à la limite, je trouve que ça serait une bonne nouvelle. En fait, je vois ça exactement comme la FUD de la Chine. Il y avait beaucoup de FUD au niveau de la Chine. La Chine a banni Bitcoin. Moi, j'applaudissais. J'étais comme, enfin, on va se débarrasser de la FUD de la Chine. Là, il y a la FUD des 1 million de Bitcoin de Satoshi. Un jour, si quelqu'un les dompe, ben, après ça, on n'en entendra plus parler. Ça va être bien, bien comme ça. Ouais, c'est ça. C'est un mauvais moment à passer. C'est-à-dire que s'ils dump, ben, on aura peut-être 6 mois, 1 an de correction. Mais sur le long terme, ce sera encore plus bullish et les fondamentaux seront encore plus solides. Et là, on voit ce qui s'est passé. Moi, tu m'aurais dit il y a quelques mois que si la Chine arrêtait de miner, je penserais pas que le hash rate il serait revenu au all-time high en si peu de temps, quoi. Ce qui s'est passé, c'est assez fou, quoi. Ça montre à quel point la résilience est résilient. C'est ça, c'est fascinant, c'est beau à voir. En fait, Bitcoin, c'est un honey badger, là, et on lui donne un coup de pied d'en face, il se retourne, puis il devient 2 fois plus gros. Moi, je trouve ça beau à voir Bitcoin souffrir parce qu'il fait juste revenir plus fort. C'est magnifique. Incroyable. Une autre question. Imaginons les banques centrales se mettent pour justement prendre possession de Bitcoin, ils se mettent à acheter, à imprimer des billets comme des tarés, et ils achètent des Bitcoins, le maximum de Bitcoin. Est-ce qu'on a réfléchi à ce scénario? Tout à fait. Il y a un article, c'est une spéculation, une attaque spéculative sur le dollar, en fait. C'est l'inverse. Ça, c'est une attaque au dollar parce que ça va faire diminuer la valeur du dollar puis augmenter la valeur du Bitcoin. Il y a un article fait par Pierre Rochard sur le sujet. Voilà. Ouais, d'ailleurs, il y a Manu de Parlons Bitcoin qui l'a traduit en français récemment, donc n'hésitez pas à aller voir l'article si ça vous intéresse. C'est un article absolument génial. Vous pouvez trouver l'original sur le Nakamoto Institute aussi, qui est un site que Bitstein et Pierre Rochard avaient créé en 2014 et dans lequel ils recensent beaucoup des articles presque pré-Bitcoin, fondateurs qui traitent de computer science, de monnaie, d'économie autrichienne, de choses comme ça. Il y a vraiment des pépites sur ce site. Et du coup, ouais, bah, pour répondre à ta question, en fait, Nico, si jamais les banques centrales essayaient de faire ça, bah, ça veut dire qu'on a gagné. C'est-à-dire qu'elles vont détruire leur shitcoin à vitesse grand V. Elles vont faire monter le prix de Bitcoin au plafond, de sorte que ce sera le seul actif de réserve mondiale qui pourrait être crédible comme couche de base d'un système monétaire. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'en fait, il y aura peut-être encore des intermédiaires. Leurs monnaies vont peut-être encore servir d'intermédiaire d'échange parce que, encore une fois, elles peuvent imposer des lois de cours légales et t'embêter si jamais tu veux pas utiliser leur shitcoin dans des transactions. Mais ça voudra dire qu'elles se mettront dans une position où pour garantir leur monnaie, elles vont être obligées de détenir des bitcoins au niveau de la banque centrale. Et donc, par défaut, ça voudra dire qu'elles auront créé un bitcoin standard. Donc, moi, la nuit, je rêve qu'elles fassent ça, quoi. Mais c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Alors moi, je connais pas du tout le système des bons, tout ça, c'est un peu du chinois pour moi. Mais si j'ai bien compris, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire au El Salvador, en mettant un bon pour ensuite acheter des bitcoins avec, c'est un peu faire une spéculative attaque au niveau de l'État, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'attaque spéculative, elle peut être perpétrée soit par un gouvernement, mais soit par des entreprises. Et ce que fait Saylor, Saylor fait ça. ou ce que fait Bukele avec le balance sheet de son pays, finalement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le mec, il utilise de la capacité d'emprunt pour prendre du levier sur Bitcoin et pouvoir en accumuler le plus possible avant que le prix soit trop élevé. Et en fait, l'article de Pierre Rochard, ce qu'il analyse, c'est exactement justement ça. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est dans un monde, si je vous le fais en 2 secondes, hein,
Dans un monde où on peut emprunter à coût quasiment nul et où il existe un actif qui a les propriétés de Bitcoin, à la fois en termes de réserve de valeur, d'accessibilité, etc., en fait, à terme, une fois que les gens ont compris, ils ont tous intérêt à se leverager dans la monnaie la plus faible pour acheter la monnaie la plus forte. Et ce faisant, ils vont détruire la valeur de la monnaie la plus faible et ils vont faire augmenter très rapidement la valeur de la monnaie la plus forte, ici Bitcoin. C'est ce qui s'est passé dans la bataille du gold et du silver standard, historiquement, avec l'Inde et la Chine. Les pays qui avaient choisi le gold standard au lieu du silver standard ont pu profiter des ressources de la Chine et de l'Inde parce qu'ils avaient choisi le standard monétaire inférieur, tout simplement. Donc, dans toutes les sociétés, c'est toujours mieux de choisir le standard monétaire le plus dur, le plus hard money, puisque sinon, les autres personnes qui peuvent créer l'autre monnaie, mettons l'argent, plus facilement, vont pouvoir créer miner de l'argent puis aller voler les ressources du pays qui utilise ça comme standard. Tandis que personne ne peut miner beaucoup d'or parce que c'est plus rare, plus compliqué. Donc, personne ne peut aller après ça profiter des ressources du pays que le standard en or. Donc, en 2021, au 21e siècle, on peut penser que Bitcoin fera la même chose versus les monnaies fiat qui sont faciles à imprimer, puis Bitcoin n'est pas facile à imprimer. Donc, c'est probablement à ça qu'on va assister dans les prochaines décennies. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.